Bienvenue au Polysécure épisode humain. Je suis accompagné de Davy qui, pour une première fois, apparaît dans ce segment-là. Donc, je te laisse un peu l'introduction. Là, je fais même pas d'intro. Je te laisse plein pied par l'intro, puis on va commencer avec ça. Direct comme ça, sans prévenir. Oui. Bon, c'est pas comme si on venait se parler. Allez, bonjour à tout le monde. Merci de nous rejoindre à nouveau. Je te remercie de m'accueillir à nouveau. Effectivement, on va se retrouver pour parler d'expérience. Comme toujours, on partage toujours nos expériences, mais cette fois-ci, effectivement, on a décidé de prendre un chemin un peu moins technologique et puis parler de l'expérience en tant qu'être humain que nous sommes. Donc nous ne sommes pas des lézards, nous ne sommes pas des reptiliens. Je ne crois pas que ça existe pour l'instant, hein, mais bon, on ne sait jamais. Bien heureusement, mais c'est pas tout le monde qui est convaincu de ça. Voilà. Tant qu'on m'en amène pas la preuve, je ne sais pas. Donc pour l'instant, on va dire non. Oui, on a parlé... on parle de beaucoup de sujets quand on prépare ces sessions. On a plein de pistes de sujets divers et variés. Des parties techniques, des parties soft skills, puis des parties effectivement plus humaines qui nous touchent. Et puis on voit aussi vos retours, donc on n'insistera jamais assez sur l'importance de venir nous voir, de venir commenter ce qu'on vous dit pour voir les sujets qui sont intéressants, qui vous ont touché. Et donc on va parler de l'humain, et de l'humain dans le sens où vous voyez nos belles têtes sur LinkedIn, vous voyez nos têtes dans les vidéos, on a l'air d'être des personnes bien équilibrées avec beaucoup de succès, etc. Sauf que la réalité, c'est qu'on n'a pas forcément été toujours ça. Et qu'on a pu passer dans nos vies par des passages beaucoup plus difficiles, où on était moins glorieux, moins sûr de nous, moins heureux, où c'était moins facile. Et s'est dit, ce serait intéressant de pouvoir parler de ce genre d'expérience. Alors, moi, je vais commencer par une question pour toi, déjà. Je vais te faire participer, je vais te demander pourquoi ce sujet-là, toi, t'a plu en particulier et t'as souhaité qu'on le fasse aujourd'hui. Oui. Puis je vais faire un peu comme la genèse, comme j'avais dans l'épisode, le 400e épisode où je parle justement de l'évolution du podcast. Personnellement, ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu des moments des plus creux, autant professionnels que personnels. Donc, cela m'a amené dans des zones un peu plus obscures. On a parlé en pré-show un peu moins obscures que les tiennes quand même, mais quand il demeure que c'est assez difficile. Il y a eu des suicides autour de moi. Il y a des gens dans des détresses psychologiques graves autour de moi qui ont vécu des moments difficiles également. Ça me touche énormément. Et comme je l'avais mentionné dans le 400e, en cyber, on est un secteur qui est particulièrement touché. Comme la plupart de mes amis en cyber, c'est eux qui ont été touchés par des moments très, très obscurs ou dans certains cas de suicide. Donc, c'est dans cet esprit-là de vouloir partager à mon audience de pouvoir avoir des moyens puis de voir que c'est pas nécessairement facile pour tout le monde, même si justement j'ai une tribune, je me sers de cette tribune-là pour pouvoir partager des choses, des moyens pour aider les gens à aller progresser plus loin et à voir que même si ça va pas bien, on est capable de s'en sortir. Ouais, c'est le message le plus important qu'on va ramener aujourd'hui, hein, c'est que ça peut être très dur par moment, on peut avoir de vraies difficultés personnelles, professionnelles, mélangées. Euh, je fais cette blague aujourd'hui parce que ça me fait toujours rire, mais je dis, mais à quel moment, dans ton adolescence ou ton enfance, t'as un adulte qui t'a dit, tu sais, la vie, c'est vachement dur, en fait. La vie d'adulte, c'est super dur. Je dis, personne te le dit. C'est vrai, si tu réfléchis bien, il n'y a pas un adulte dans nos vies qui dit, quand t'es gamin, tu sais que être grand, être mature, assumer ses responsabilités, c'est parfois super dur, vraiment difficile. Avoir la routine qui s'installe, devoir tenir sur la durée, aller au travail, payer ses impôts, s'occuper de la maison, la charge mentale, une notion qu'on n'avait même pas nous quand on était gamin, mais qu'on utilise aujourd'hui et qui est vraie, c'est-à-dire les obligations sous-jacentes qui seraient là, qu'il faudrait faire un certain nombre de choses constamment, que ce serait même pas à remettre en cause. Et je parle même pas, on est des hommes, on a la chance d'être des hommes blancs. Nous ne sommes pas des femmes, nous ne sommes pas de couleur, nous ne sommes pas des minorités. Donc on imagine encore plus pour nos amis qui nous écoutent, qui font partie d'autres genres ou d'autres catégories humaines, qui eux et elles ont d'autres difficultés supplémentaires. Et pourtant, il nous est arrivé effectivement d'aller travailler. Alors comme toi, effectivement, j'ai récemment un ami d'enfance que je connais depuis vraiment très longtemps, ça fait plus de 23 ans qu'on se connaît, qui m'a annoncé qu'en décembre, il a essayé de se tuer.
ce qui m'a beaucoup touché, ce qui m'a bouleversé, et d'essayer de comprendre comment il a pu en arriver là, et pourquoi il n'a pas appelé à l'aide. Et il n'est pas passé à l'acte parce que sa femme est rentrée plus tôt que prévu à la maison. Sinon, je serais monté à son enterrement, et comme je lui ai dit, première chose que je lui ai dit, c'est: si tu l'avais fait, j'aurais été immensément triste et tu m'aurais beaucoup manqué. Et j'ai senti un moment d'émotion, et de sa part aussi, parce qu'en fait, quand on est mal comme ça, souvent on pense à soi, c'est vraiment une fuite en avant, on n'en peut plus, et on oublie en fait qu'il y a d'autres personnes autour. Et c'est difficile, hein, de penser aux autres, puisqu'on est pris souvent dans une émotion qui est d'une très grande violence, qui est d'une très grande force, et qui nous emplit, qui remplit tout, qu'on a l'impression qu'on va pas s'en sortir. Et c'était la thématique, c'était, comme tu dis, c'était sortir de l'impasse. Parce que dans ces moments-là, on a vraiment la sensation d'être dans une impasse. C'est-à-dire qu'il y a rien d'autre qui est possible. Donc, on peut tous et toutes, à un moment donné, dans notre carrière, dans notre évolution personnelle et professionnelle, je vais mélanger les deux, hein, avoir la sensation qu'on peut pas faire autrement. Ça, c'est une sensation qu'on a tous et toutes à un moment donné quand on vit des expériences difficiles, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Alors là, pour ce qui nous intéresse, c'est surtout par exemple les relations avec le travail, avec le domaine du travail. Bah, oui, il faut travailler. En fait, c'est vrai qu'on peut pas vivre seul dans son coin en attendant que la nourriture tombe tout seul, ça n'existe pas. Donc oui, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, en tout cas, bah, en France et au Canada, on est dans des cultures capitalistes. Ça veut dire que pour pouvoir avoir les moyens de se nourrir, de se loger, il faut gagner de l'argent, donc il faut trouver un moyen de faire des revenus. Donc à partir de là, on trouve un travail, on s'engage dans une société, dans une compagnie, une entreprise, auprès d'autres êtres humains. Et il y a un philosophe allemand qui s'appelle Schopenhauer qui disait: la pire chose qui est arrivée à l'homme, c'est la démocratie. Parce que l'homme s'ennuie, donc il va au contact des autres. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'engueule. C'est vrai. Souvent, on vit bien tout seul, c'est vrai. Et puis, quand on se confronte à l'autre, il y a la difficulté que l'autre n'est pas nous. C'est ce qu'on appelle l'altérité, hein. C'est une notion difficile des fois à accepter. J'en sais quelque chose pour avoir travaillé dessus en thérapie pendant des années. Et on en discutait en off avant de commencer, mais des fois l'altérité c'est compliqué, hein. C'est, je crois que c'est une petite, avec ma famille, on a fait une petite blague comme ça. Elle attendait, elle se disait: tiens, c'est bizarre, mais cette personne elle aime pas tel truc. Je lui dis: bah ouais, ça c'est l'altérité. C'est quand tu as tellement l'impression qu'une personne est proche de toi, qu'elle aime la même chose que toi, le jour où elle n'aime pas ce que t'aimes pas, ce que toi t'aimes, on se sent trahi. Mais pourquoi t'es pas exactement là où j'attends? Souvent, c'est ça. Par exemple, la preuve flagrante d'un problème d'altérité, c'est de avoir du mal à concevoir que l'autre n'est pas là où on l'attend. Mais les êtres humains qui nous entourent sont bien réels, hein. Voilà, ils sont concrets. Quand vous fermez les yeux, ils continuent d'exister. Quand on rentre à la maison, ils continuent d'exister. Donc l'autre existe, et l'altérité, c'est ça, c'est concevoir que l'autre est là et savoir être capable de l'accueillir dans sa difficulté, dans sa différence, dans son existence. Pour le cas de l'ami en question là, qui m'a témoigné son mal-être, bah, qui est aujourd'hui en arrêt maladie, etc. Fait, tant mieux, il se soigne, il est suivi. Donc là, c'est la bonne chose. C'est une personne qui a été capable de parler, donc ça, c'est un truc super important. Et on a beaucoup parlé à ce moment-là quand on s'est eu au téléphone. Lui, il est suivi par des spécialistes. Donc là aussi, c'est une bonne chose. Il se fait soigner, il se fait accompagner. Il n'en a pas eu le besoin jusqu'ici, mais là, il arrive à un cas où il a compris que c'est important d'être accompagné. Et puis, on a essayé de comprendre pourquoi il est en arrivé là. Finalement, sa situation familiale va bien. Il s'entend très bien avec sa compagne. Mais sa mère est décédée récemment. Elle s'est suicidée. Et il y a eu des choses. Le deuil n'a pas pu se faire correctement. Et dans son travail, je lui ai dit, tu sais, depuis que tu es rentré, alors je vais pas te dire où il travaille pour l'État français, je ne dirais pas dans quel secteur. Il y travaille par nécessité. Il est vraiment absolument pas du tout convaincu d'être au bon endroit. Ça ne lui a, je pense que ça ne lui a jamais plu. Le problème, c'est que ça fait 5-6 ans qu'il est là-dedans. Non, 3 ou 4 ans, pardon. Et en fait, ça lui mine le moral. En fait, il est pas du tout au bon endroit. Il en peut plus. Il est à bout de souffle. Et petit détail, il a mis 3 ans à monter en compétence dans le poste où il est. À peine arrivé là où il est bien, on vient de le faire changer de poste. On vient de le faire changer de métier. Et il faut qu'il rapprenne tout du jour au lendemain. Et là, ça passe plus. En fait, je pense que ça s'est cumulé à plusieurs éléments. Donc, il y a un facteur évidemment personnel, donc là, le décès de sa mère, et il y a un facteur professionnel qui a aggravé les choses. Et, je pense qu'on peut trouver beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui ont connu ces moments-là où dans leur carrière, à un moment donné, 5 jours par semaine, vous allez dans un endroit où vous avez plus envie d'être, avec des gens que vous n'avez pas envie de voir. Et c'est une vraie torture, en fait. C'est une vraie torture. Il y a la nécessité, hein, de gagner de l'argent, ok.
mais de s'infliger un moment de difficulté humaine pendant plusieurs heures d'affilée et qui revient avec cette sensation qu'en fait on ne peut pas faire autre chose. Et cette sensation, souvent, elle s'entraîne en plus, hein, elle se dégrade sur le temps. Plus on est déprimé, moins on a de volonté, plus on a d'énergie, et plus on a la sensation que on va pas s'en sortir. Donc ça, c'est très 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 difficile à vivre. Et effectivement, c'est bien de pouvoir déjà en parler et l'exprimer, sans aller jusqu'au passage à l'acte. Alors comme tu disais, toi, tu as eu des gens qui ont été jusqu'au passage à l'acte. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas su entendre ou détecter que ces gens-là étaient vraiment en réelle difficulté. C'est le plus dur pour nous. On se sent un peu désespéré quand ça arrive, sans pouvoir quoi, de pouvoir, dire: «Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là?» Surtout là encore que quand on parle d'altérité, on se dit: «Bah ouais, mais moi j'aurais pas fait ça». OK, mais c'est pas le cas. C'est pas de nous dont ça parle. Ça nous ramène à nous, mais ça veut dire juste, ces personnes-là Ouais, étaient c'est dépassées. complètement. Ouais, moi, c'est le premier ami que j'ai perdu comme ça, c'est il y a 15 ans. Ça a été un choc brutal à ce moment-là. Un, de ne pas l'avoir vu arriver. Déjà, tu as un peu la culpabilité du survivant dans le sens de ne pas avoir vu la personne se dégrader et se rendre dans cet état-là. Et ensuite, d'arriver avec l'immense tristesse, un peu comme tu mentionnais, de constater que ça est de ce vide-là. Et moi, ça a été un choc très, très brutal, une prise de conscience très brutale de tout ce que ça représente, ces éléments-là, que, un, c'est fragile, que la santé mentale est fragile également, qu'elle n'est pas juste là comme étant une chose farfelue, et les choses ont évolué, puis on est d'une génération dans laquelle on ne faisait pas attention à ça. Tu dis, quand on était jeune, on ne nous a jamais dit que la vie était difficile. On arrive comme adulte, puis on est comme mis brutalement dans cette difficulté-là. Euh, Comme parent, j'essaie de ne pas faire la même chose, de ne pas répéter l'histoire avec mes enfants dans laquelle j'ai prépare davantage aux difficultés inhérentes de la vie. Mais cela étant dit, ce choc-là, il est dévastateur quand quelqu'un se suicide dans ton entourage. Puis, moi, ça a été la prise de conscience principale. Le réveil, pour moi, a eu lieu à ce moment-là. On est conduit en fait par notre obligation sociale. Et comme tu dis, en plus, on vient de génération où on n'a pas forcément parlé de tout ça. Moi, je sors de 7 ans de thérapie, j'ai arrêté l'année dernière. Et on apprend à comprendre et à réaliser en thérapie. Il y a un truc qui aide beaucoup. Tu te dis, même si t'as pas eu des parents dignes de ce nom, tu te dis, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Ça veut pas dire que tu acceptes, ça veut pas dire que tu reconnais qu'ils ont bien fait, même s'ils ont mal fait. Mais au moins, t'arrêtes de leur en vouloir, de dire, bon, voilà. Et les gens qu'on a avec nous qui nous encadrent ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient à l'époque où c'était, etc. Et il n'empêche pas qu'effectivement, on doit pouvoir être capable d'entendre, d'accueillir. Et ça, c'est la première chose qu'on va transmettre. Alors, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, qui ont tendance à dire, ouais, mais il suffit de se battre, non, s'il suffisait d'eux, bah, les cimetières seraient à moitié vides, les prisons seraient vides aussi. Enfin, voilà, l'être humain est beaucoup plus complexe qu'une volonté. Alors, c'est un discours très, alors c'est comment c'est Ayn Rand, c'est ça, oui. Là, ça me saoule cette culture du Ben, pouvoir absolu de l'individu qui pourrait tout choisir dans sa vie. C'est un peu dérisoire parce que la réalité n'est pas c'est si simple que ça. c'est complètement fou. Et parce que j'ai fait un choc post-trauma. Et avant de connaître qu'est-ce qu'un choc post-trauma, tu as effectivement l'illusion que tu as l'entier contrôle sur ton être. Quand tu es dans un choc post-trauma, la douleur associée au choc post-trauma est tellement grande que tu comprends que c'est qu'une illusion, le pouvoir qu'on a sur nous, et finalement, on est très fragile, et et ça ne prend pas grand-chose pour déstabiliser ça dans cette mesure-là. Puis ça aussi, c'est un moment plus tard qui a été très déstabilisant pour moi quand je l'ai reçu en pleine face, le choc post-trauma, et à quel point mon regard sur les choses a changé à ce moment-là. Sur la fragilité de l'âme ou de l'esprit. Je le savais dans ma tête. Là, je le conçois parce que je l'ai vécu. Le moment où tu n'as même pas la force ou la capacité de repousser cette idée négative qui t'envahit. J'ai eu, euh, j'ai eu dans ma carrière un moment de chômage. Euh, Moi, je viens pas du tout de l'informatique à l'origine. Je faisais des études de cinéma, j'étais journaliste. Je travaillais dans les collèges et lycées à côté.
Et à un moment donné, tout ça, ça s'est arrêté. D'abord parce que mes études, moi, me passionnaient plus, j'ai arrêté, et puis mon boulot allait avec les études. Je suis resté 1 an et demi au chômage. Et aujourd'hui, je critique jamais les gens qui sont au chômage. Parce que je sais ce que c'est que pendant 1 an et demi de perdre toute l'énergie qu'on a. Pendant 1 an et demi, j'avais zéro énergie. J'arrivais plus, j'avais plus de volonté. Dire, ouais, mais comment c'est possible? Aujourd'hui, tu as monté ta boîte, t'es freelance, tu fais plein de trucs, tu formes des gens. Oui, j'ai une énergie aujourd'hui que je n'avais pas à l'époque. Pourtant, je suis la même personne. Ça montre bien qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre dans l'émotionnel qui fait qu'on n'arrive plus, on n'a plus la force. Je suis touché aussi par la dépression par quelqu'un de très très proche dans ma famille actuellement. Je peux vous assurer que la dépression, c'est pas juste une question de volonté. Donc là aussi, je voudrais vraiment botter le cul au mythe que il suffit de vouloir. Ça, c'est vraiment de la connerie absolue quand on vous dit ça. C'est même de la malveillance, en fait. Il suffit de vouloir. Comme disait un certain président français, il suffit de traverser la rue pour aller trouver du boulot. Ouais, mais trouver quel boulot? Trouver le boulot à quelles conditions? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce que c'est ce qu'on a envie? Est-ce qu'à un moment donné, tu peux fermer ta bouche et écouter ce que l'autre a à dire? C'est ça, en fait. C'est une espèce de ouais, mais moi, je me suis bien sorti. Ça aussi, on l'entend souvent. Ouais, mais moi, ça me pose pas de problème. Mais c'est pas toi le problème. C'est qu'il y a une autre personne qui est en face qui est dans une difficulté. Donc, il est super important d'être Ouais. capable d'accueillir la difficulté de l'autre. C'est pire, ça, parce que puis c'est le même mythe qui est véhiculé par les grandes compagnies, les startups américaines qui sont devenues de grands succès. On a l'impression qu'ils sont des gens qui ont eu un succès du jour au lendemain, quand ils ont dû travailler très fort pendant 10, 15 ans avant que le succès arrive. Et on vend l'idée que c'est juste comme ça d'avoir la bonne idée, puis pouf, tu vas avoir une startup à succès. C'est très différent. Ça, c'est la façon que c'est fait. C'est la même chose pour le travail. C'est pas comme ça. C'est pas simple comme ça. Et la personne qui s'en est sortie, ben tant mieux, c'est bien, c'est heureux qu'elle se soit sortie. Cependant, est-ce qu'elle explique le chemin qu'elle a utilisé pour s'en sortir? Généralement, c'est occulté ce volet-là, puisqu'on ne sait pas les difficultés qu'elle a rencontrées, l'importance des difficultés. Ben, elle s'en est sortie, ben félicitations, mais c'est quoi l'autre? Et c'est ça qui manque dans la conversation, qui pourrait aider justement les gens à traverser la rue. Si on partage justement la façon qu'on a faite pour traverser la rue dans un moment plus difficile, ben on est capable d'aider ces gens-là à traverser la rue. Mais là, on fait juste leur botter le cul en espérant qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est facile de réussir quand tu commences avec 1 ou 2 millions dans la poche. Hein. Dans les grandes fortunes très connues, même les GAFAM, dans les fondateurs, il y en a quelques-uns dont le mythe est quand même un petit peu aujourd'hui remis en cause parce que quand tu as fait tes études à Harvard ou à Yale payées par ta famille et que tu n'as pas eu à chercher un travail, excuse-moi, c'est plus facile de s'en sortir, effectivement, quand tu hérites d'une fortune, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de mérite. Ouais, c'est le concept de méritocratie. Moi, je suis pas du tout fanat. Effectivement, on peut avoir un pouvoir. Juste une petite chose. Ouais, vas-y. Mon père utilise une phrase que j'aime beaucoup, c'est le succès est un terrible menteur. C'est-à-dire que si on regarde que le succès, on voit pas tout ce que ça a pris avant ou tout ce que ça a pris pour y arriver, notamment comme tu parles de l'argent qui est financé, qui arrive avant, ou tout le principe de voir se faire des choses. Mais bref, je te laisse continuer. Oui, ou le succès bâti sur la descente des autres. C'est-à-dire, ces gens-là sont arrivés, mais ils ont défoncé combien de personnes entre deux pour y arriver? Ils ont sacrifié combien de personnes? Je parle pas, alors, je parle de, on peut aller voir le film de Fincher sur Facebook et toute l'histoire de Zuckerberg, ça c'est intéressant parce que ça c'est représentatif. On parle de l'histoire de Microsoft aussi. Hein. Bill Gates, il a pas que de la réussite chez lui. Alors je parle même pas d'Elon Musk parce que là, on tombe, ça risque d'être nuisible. Mais oui, le succès, c'est pas juste je me lève un matin et ça arrive. Hein. Il y a des décisions qu'on prend et on a une énergie qui nous dépasse. On en parlait en off. Moi, j'en parle aussi. On fait ce module aujourd'hui aussi parce que je fête un très bel anniversaire dans lequel je suis très fier. Dans ma vie, je suis pas fier de grand chose, mais ça, je suis très fier. J'ai dit, ça fait 20 ans au jour cette année que je suis abstinent, c'est-à-dire je suis alcoolique. Et il y a 20 ans, j'ai décidé d'arrêter de boire. Et quand je dis j'ai décidé, effectivement, il y a un matin, je me suis levé, c'était fini, et je le savais. J'ai essayé d'arrêter pendant 2 ans. Et quand je dis j'ai essayé d'arrêter, ça veut dire que en formulant cette volonté de cette façon-là, j'engageais l'échec avec. J'étais déjà prêt à échouer. Et le jour où je me suis vraiment arrêté, je sais pas, j'ai même travaillé sur une thérapie, je suis incapable d'expliquer avec des mots ce qui s'est passé. Donc effectivement, à un moment donné, j'ai eu un mécanisme, quelque chose qui en moi a été plus intelligent que moi, meilleur que moi, qui a dit bon, bah, c'est fini. Et il y a quelque chose qui s'est produit récemment aussi, puisque j'ai eu un petit souci de santé en novembre, qui finalement, bon, n'est pas ultra grave, mais peut persister dans le temps.
j'ai ce qu'on appelle un foie gras. Alors, c'est pas comme en France le plat, hein, on peut pas me manger. Mais ça s'appelle une stéatose hépatique non alcoolique, pour le coup. C'est comme je bois pas d'alcool. C'est-à-dire que je dois aujourd'hui changer de régime alimentaire, etc. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Bah, là, l'hôtel que je vous parle, j'ai perdu 8 kilos depuis le 20 novembre et j'en suis super content. Et pareil, c'est quelque chose où en thérapie, j'en ai parlé pendant des années avec ma thérapeute en disant, bah, je suis pas prêt à en parler. Je suis pas prêt à travailler dessus. Je veux pas, là, pour l'instant. Et je me gavais. Et là, d'un coup, je suis rentré chez le médecin, très contrarié par ce qu'elle me disait. Oui, il faut changer, il faut changer. Et je saurais pas dire non plus pourquoi j'ai eu le déclic qui fait que j'ai acté. C'était acté et pas comme une contrainte, mais comme un choix, comme quelque chose d'engagé, de vrai, de concret. Alors c'est pas évident d'expliquer comme c'est pas quelque chose qu'on peut commander comme ça. Je peux pas vous donner une solution miracle. Je peux juste vous dire, moi ça m'est arrivé, je l'ai vécu et dans des Ouais. décisions qui effectivement sont fortes et sont importantes à des moments où ça aurait pu aller mal. C'est ça, il n'y a pas de recette parce que moi aussi, des fois, c'est des clics-là qui arrivent. Dans le cas, notamment dans ce cas-ci, moi, ça fait 3 ans, je crois que je fais du sport quasi à tous les jours, justement, parce qu'il y a 3 ans, j'ai pris panique. Je l'énonce comme ça. Et de cette panique-là, j'ai eu terriblement peur. De cette peur-là est venu le fait que j'ai pris des moyens pour lutter contre ce qui m'a fait peur à ce moment-là. Et notamment, dans ce cas-ci, c'est de faire du sport à tous les jours. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est un peu comme traverser la rue, tu vas avoir du travail. Ça dépend de chacun, comment on est fait et de comment il faut trouver nos déclencheurs qui nous appartiennent. Alors, avant d'avoir le déclencheur qui va bien, il y a, je pense, pour toi comme pour moi, dans ces programmes, dans ces expériences-là, pas le programme, mais on va dire une longue période qui précède où on a conscience qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui gêne. On a presque les éléments en tête. On n'a pas forcément envie de les regarder ou de les prendre en compte, mais on sait. On sait qu'il y a ça, on sait quels sont les vecteurs qui agissent dessus. C'est un peu comme quand on a un problème dans un travail, dans un outil et qu'on n'a pas encore envie de s'en occuper. Mais c'est vrai que c'est ce que j'avais dit à ma thérapeute pendant plusieurs fois. Je lui ai dit oui, je sais que j'ai ça. Et voilà. J'ai terminé ma thérapie au mois d'avril l'année dernière et j'ai eu mon pépin au mois de novembre. Et j'ai dit à ma femme, tu sais quoi, je pense qu'en fait, c'est comme je vais bien dans ma tête, comme j'ai rien d'autre à penser, le corps m'a dit, allez, tu sais quoi, tu vas te bouger le cul, tu vas te mettre en place. Et je pense que dans le travail, c'est pareil. Si vous avez des moments justement où ça s'enfonce comme ça, que ça va de moins en moins bien, faut s'écouter en fait. Le premier élément, c'est s'écouter soi. Si vous écoutez pas, les autres pourront pas le faire parce qu'il n'y a pas de signal à capter. Et donc ça peut être le premier conseil qu'on peut donner sous forme, si on peut se permettre de donner des conseils, en tout cas qu'on peut partager, c'est de prendre conscience qu'on saisit qu'il y a un truc qui va pas et de se dire, est-ce que je suis obligé de me farcir un truc qui va pas et qui fait mal? Et tu en parlais d'enfance tout à l'heure, on parlait de culture. Et on a la chance d'être dans une époque où on nous apprend plus à dire, mais écoutez-vous, il n'y a pas d'obligation d'aller mal. Il n'y a pas d'obligation que la vie soit de la merde. Il n'y a pas d'obligation d'apprendre dans la douleur. Là aussi, dans les leçons à la con, qu'on nous dit, si moi j'ai appris en souffrant, alors faut... Non, non, ta gueule, arrête. Si t'as souffert, je suis vraiment sincèrement désolé pour toi, mais il n'y a aucune obligation de reproduire le même mécanisme. Zéro. On peut faire les choses de façon très positive, très douce, très agréable aussi. Et on en parlait dans la toxicité de la techno, on en parlait de la toxicité de la culture, cet élitisme dans l'informatique, dans la sécurité, pas que, hein, mais dans plein de domaines de pointe comme ça, une espèce de... Je l'ai vécu avec des collègues de travail qui étaient imbouffables là-dedans, c'est-à-dire que dès que tu leur demandais de l'aide, il n'y avait plus personne. J'étais, ouais, démerde-toi un peu tout seul comme tout... Mais en fait, c'est méchant. Est-ce que tes parents t'ont dit que t'étais méchant déjà? Parce que en fait, t'es méchant. Parce qu'en fait, la raison de le faire, elle est malveillante, elle n'a pas d'autre origine que de vouloir que l'autre souffre. Une espèce de miroir de bah, puisque j'ai souffert, il faut que tu souffres à mon tour, comme si ça allait réparer quelque chose. Ce n'est pas le cas. C'est un cas, calmons le mythe, ce n'est pas le cas. Ça ne répare pas de faire souffrir les autres. Ce qui peut réparer, si tant est qu'on puisse se réparer, au contraire, c'est d'aider les autres. Ça marche très très bien. D'ailleurs, c'est un truc qu'on apprend aussi un peu en thérapie, c'est qu'on a des traumas, on a des choses qu'on a vécues qui sont restées, qui sont ancrées dans l'esprit, dans la chair, qui marquent à vie. Je dis toujours, j'ai un ami là qui est en train d'essayer de commencer à rentrer là-dedans, je dis, tu guéris jamais. Il me dit, mais c'est déprimant. Je dis, non, tu apprends à vivre avec et à ce que ça ne prête pas autant de place qu'avant et que ça ne t'handicape pas. Et ça, c'est peut-être le deuxième conseil que je peux donner, c'est que quand on commence à sentir qu'on va pas bien,
est-ce qu'on a la sensation que ça nous handicape socialement, individuellement, professionnellement? Est-ce qu'on a la sensation que les ressentis qu'on a nous empêchent finalement de même vivre juste à ce moment-là l'expérience? Est-ce que c'est douloureux déjà de se lever pour aller au boulot? Ça, c'est déjà un handicap. Moi, j'ai connu ça avant d'être au chômage. J'en ai Avant, j'avais honte de le dire, mais c'est vrai. Donc je travaillais dans l'éducation nationale comme surveillant. Surveillant, alors je sais pas s'il y a l'équivalent. Enfin, je surveillais les gamins à l'école sans être prof, quoi. Et la dernière année, et j'aurais toujours une pensée pour ma manageuse de l'époque, je m'excuse auprès d'elle, mais je ne me levais même plus pour aller au boulot. Je restais à la maison, je dormais. Je me réveillais et j'avais tellement plus d'énergie que un jour sur 3, je n'allais pas au travail. Parce que je savais que j'étais payé, voilà. C'était le secteur public, c'était ma dernière année, j'arrivais plus du tout. Et ça arrive. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourraient me dire, ouais, en fait, j'ai connu ça aussi à un moment donné. Il y a des jours où j'ai menti à mon entreprise, j'ai dit que j'étais malade, en fait, j'y arrivais plus. Ça aussi, c'est un signal. C'est un signal qu'il faut justement se donner du temps pour réfléchir, dire, mais alors, je suis dans un contexte qui ne me convient plus du tout. Il y a la possibilité de faire autre chose. On est 8 milliards sur Terre. Il y a du boulot pour tout le monde. Et il y a plein de choses à faire. Le tout, c'est de trouver ce qu'on a potentiellement envie de faire ou ce qu'on n'a pas en tout cas envie de retrouver. Et si on se lève, qu'on se force, on finit, c'est ce qui arrive qu'on aille jusqu'à l'épuisement, le burn-out ou les gestes fatidiques. C'est que on s'épuise tellement à se forcer à vivre un truc qui n'est pas acceptable qu'on en bouffe, d'où le terme burn-out. Je trouve que c'est un truc, on consume vraiment comme un feu toute sa force, toute son énergie jusqu'à ne plus être capable d'aller au bout, jusqu'à soit l'épuisement physique et moral, soit jusqu'à la sensation que la seule hypothèse, la seule sortie, c'est la mort. Ce qui peut sembler déraisonnable aux gens qui nous écoutent, mais dites-vous qu'il y a, alors je sais plus, j'ai entendu ça en préparant la session l'autre jour, j'ai entendu ça. En France, je crois, c'est 600 000 suicides par an ou morts par suicide. Ça me semblait beaucoup, mais en fait, c'est pas tant que ça. Sur les morts d'une année, en fait, ou mondialement. Non, c'est peut-être mondialement, peut-être. En plus, mondialement, c'est beaucoup. C'est quoi? C'est 10% de la population française. Non, 10, 1%, 1%. C'est mondial. C'est mondial autour de moi. Et déjà, il disait, c'était ceux qui sont détectés et reconnus comme suicides. Il disait, on peut facilement doubler avec les tentatives non reconnues, non déclarées. Et toutes les tentatives qu'on ne voit pas, on pourrait multiplier par 10 dans ce cas-là. Et là, donc on peut facilement se dire que ce qu'on voit là n'est que le haut de l'iceberg. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent. Alors, avant de penser au suicide, moi je sais que quand j'allais vraiment très très mal, ce que je disais à ma thérapeute, je lui ai dit à un moment donné dans ma vie, j'ai voulu aller me faire interner en hôpital psychiatrique. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Parce que je voulais juste que ça s'arrête. Quand on dit ça, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ça va résonner de dire ça, je veux juste que ça s'arrête. Si on veut juste que la douleur s'arrête, en fait. Parce qu'un truc même des fois qu'on ne saisit pas soi-même, qu'on n'est pas capable de formaliser, mais on dit je veux juste que ça s'arrête. Je veux juste qu'on me foute la paix. Que j'ai un moment où je puisse juste m'endormir, me reposer, et que j'ai pas à gérer de me lever le matin, de faire à manger, d'avoir des interactions sociales. Et souvent, justement, quand on est suivi, c'est quelque chose qu'on formule. Et donc souvent, c'est pas une envie de mort, c'est que la mort nous semble être la seule façon d'échapper au réel. Donc ça, c'est très important d'être capable de comprendre que souvent, on a juste envie que ça s'arrête, de faire une pause, de tout couper et de se retirer des choses. Et ces moments d'arrêt, on ne l'a pas beaucoup parce que c'est les vacances. Les peu de vacances qu'on peut avoir quand il nous en reste. Sauf que les vacances, souvent, on les prend, si vous avez des enfants, vous les prenez avec les enfants, mais ça veut dire que vous continuez à être dans votre rôle de parent. C'est très difficile de trouver un moment de repos, de répit où on peut vraiment, vraiment se poser complètement et décrocher de tout. Et là aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant de se dire, est-ce que je peux envisager de faire ça? À quel moment je pourrais? Est-ce que c'est possible? Peut-être que je peux pas. Peut-être qu'économiquement, c'est très difficile de vous retirer du travail. Mais là aussi, peut-être que se faire interner, demander de l'aide, ça peut être aussi une bonne solution. Donc être à l'écoute de ça. Et réfléchissez bien, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont sensibles à ça, qui se posent des questions. Est-ce que, si vous avez des idées très sombres, est-ce que vous avez envie de mourir ou est-ce que vous avez juste envie d'arrêter de vivre? C'est-à-dire que on fasse un break, se faire une petite pause bien méritée. Et moi, je sais que j'ai pu avoir des idées très très sombres très jeune.
dû à un passé assez violent et difficile. L'alcoolisme est commencé tôt. Et pendant mon alcoolisme, je sais que j'ai eu un moment donné où j'ai choisi. J'ai toujours expliqué que j'ai un jour où j'ai choisi. Je me suis réveillé. Je vais passer les détails un peu scabreux, mais je me suis réveillé un matin avec une bouteille de whisky vide à côté de moi. Je me souvenais pas de ce que j'ai fait la veille et j'avais le bras recouvert de cicatrices, enfin de coupures. Voilà. Et je me suis dit ce jour-là, c'est pas compliqué. Soit je finis le boulot, soit j'arrête. soit je vais jusqu'au bout et je me tue, soit je me dis je peux pas aller plus bas, maintenant il faut que je remonte. Et, euh, et j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je voulais dire. C'est une expérience assez... Ouais, c'était une expérience très difficile, surtout de se réveiller comme ça dans un état où tu te rappelles pas de ce qui s'est passé précédemment et qu'est-ce qui a mené au fait aux cicatrices que tu avais sur le bras. C'est assez... c'est Alors, costaud, là. j'ai pas de bol avec l'alcool parce que moi je me souvenais de tout à chaque fois. Donc là, ça s'est effacé, puis quelques jours après, je me suis souvenu. Bon, j'ai eu ce qu'on appelle des vapeurs d'alcool pendant 2 jours. C'est-à-dire que même sans boire, j'étais encore bourré pendant 2 jours. Tu vois. Mais ça m'a fait réaliser, en fait. Je dis, bon, c'est plus possible, en fait. Et c'est ma manageuse de l'époque, je travaillais dans un collège, qui m'a dit, ça fait 1h30 qu'on t'attend au boulot, qu'est-ce que tu fous? Je lui dis, bah voilà. Elle me fait, ok, bah tu te bouges, tu viens. Et je lui ai dit, ce jour-là, j'ai réalisé, je me suis dit, que moi je me fasse du mal, après tout, ça me regarde. Mais je gère des enfants. Et je me suis dit, non, en fait, là, tu vas trop loin, c'est pas possible. Il y a d'autres gens autour de toi, et ces gens-là, ils comptent sur toi, et il est impossible que mon mal-être déborde sur eux. Parce que moi, j'ai vécu enfant avec mes parents et mon père qui était alcoolique. Et j'ai dit, je peux pas reproduire ça. Moi, j'ai choisi justement de pas reproduire le modèle. Je pense que ce jour-là, j'ai réalisé que ça allait trop loin, que ce que j'avais là, cette consommation, allait beaucoup trop loin et m'impacter et commencer à m'handicaper dans le fait d'exister au milieu d'autres personnes, tout simplement. Au-delà ensuite des engueulades, du comportement qui allait avec l'alcool, etc. Mais oui, on peut aller très très loin, on peut perdre, vraiment, on peut se perdre dans ces consommations-là, qui sont en plus, alors, s'il y en a qui consomment peu d'alcool ou de drogue, etc. Alors moi, la drogue n'a jamais été mon truc, c'était l'alcool. Ces substances-là ont d'abord un effet toujours euphorisant ou énergétique, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez une espèce d'impulsion de vie démultipliée, ce qui vous manque grandement quand vous allez mal. En général, vous êtes plutôt dans des pulsions mortifères quand on va mal. Donc là, d'un seul coup, c'est comme si on regagnait plein d'énergie d'un coup. Le souci, c'est qu'en général, la montée, souvent, on utilise cette image-là, hein, les montagnes russes, hein, c'est-à-dire qu'il y a une grande montée, on est ouh, et puis il y a les descentes après qui sont beaucoup plus fulgurantes, comme les montagnes russes. Vous montez haut, puis d'un seul coup, ça vous entraîne très très loin. Et donc, c'est dans ces moments-là, après, où ça peut aller loin, où on peut avoir des impacts très négatifs autour de soi. Il y en a qui le cumulent toute leur vie, hein, et qui l'emmènent dans le métier, qui l'emmènent dans leur famille, et qui le font payer aux autres, au point peut-être de faire des actes sous substance qui sont dangereux auprès des autres, surtout quand on a des responsabilités. Imaginez, vous conduisez un véhicule, vous embarquez des gens et vous êtes bourré, sans compter le risque pour les autres autour de vous aussi, ou les responsabilités, le manque de jugement, enfin la capacité de difficulté à gérer ça. Et je sais que moi, ça m'a commencé, et voilà. C'est soit on en meurt, on va jusqu'au bout, après tout, on s'enfonce, puisque c'est un acte, hein, de consommer de l'alcool comme ça de façon régulière. L'alcoolisme, hein, prend plusieurs formes, hein. C'est pas juste être très bourré tout le temps, hein. L'alcoolisme peut être beaucoup plus vicieux que ça. La consommation de drogue aussi, hein. Euh, c'est vraiment pour s'empêcher de vivre, littéralement. Donc à un moment donné, on est vraiment dans un acte complètement orienté vers la mort, littéralement. C'est une façon de mourir à petit feu. Et on le voit bien pour ceux qui passent leur vie, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui passent des années là-dedans. Enfin, ça les empêche littéralement de vivre socialement, de vivre, d'exister, au point de soit de ne plus être un humain capable de discerner quoi que ce soit, ou de se pousser dans des retranchements très, très, très extrêmes. Très difficile. Oui, ben c'est ça, la toxicomanie au sens large sert plus à oublier et à diluer les souffrances du moment présent pour justement aller ailleurs. C'est une des choses, puis je sais pas au Canada, mais du moins aux États-Unis, il y a des chiffres qui circulent sur comme quoi en cybersécurité, on a un taux de toxicomanie très élevé. Donc incidemment, un secteur dans lequel on a des problèmes de santé mentale très élevés conséquemment, parce que un va souvent avec l'autre aussi. Quand on va bien, on est heureux, on va
on tombe pas dans l'exagération de la toxicomanie. On va prendre un verre tranquillement de temps en temps, mais quand on est dans un contexte plus malheureux, ça devient complètement hors de contrôle, un peu comme tu mentionnais. Ce que tu as vécu? Mais même le verre de temps en temps, il est problématique aujourd'hui. Et on le voit. D'abord, il y a une nouvelle génération qui arrive qui est beaucoup moins enclin à consommer de l'alcool, et ça, j'en suis ravi. C'est-à-dire Alors, en France, l'alcool, c'est un vrai problème culturel. Sais-tu que jusque dans les années 60, dans les cantines scolaires françaises, on versait du vin et du cidre aux enfants. Voilà. Ça, je savais pas ça. Non, non, c'est très récent encore. Ouais, non, on est plus du côté puritain américain qui a d'énormes réglementations et de limitations au niveau de l'alcool, mais ça mène à d'autres problèmes, mais ça, c'est des problèmes sociaux, puis ça, c'est une autre histoire. Là. Alors, ça veut dire qu'il y a une culture de la consommation d'alcool où on espèce de dédramatiser. On dit, à l'époque, les gamins, tu as les émissions de l'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel en France, qui sont sur YouTube, et on trouve des vidéos de l'époque. Donc ils disent le vin c'est pas de l'alcool. Je dis si, c'est de l'alcool. C'est une substance psychotrope consommable qui génère de l'addiction et qui est accessible dans les supermarchés dès que tu as 18 ans. Donc il faut être conscient que l'alcool c'est pas anodin du tout. Ouais, mais moi je bois comme ça pour faire la fête avec les amis. Ouais, le problème c'est quand tu as la sensation qu'il faut que tu te retrouves tous les week-ends pour boire. Ouais, ben c'est la répétition là devient justement le fait quand je parle d'un verre une fois de temps en temps, c'est aléatoirement et non un rituel. À partir du moment où tu répètes et que tu ritualises, comme tu dis, c'est qu'il y a un truc problématique. Et souvent, les gens te disent « Ouais, mais moi, je peux arrêter quand je veux. » Bah, vas-y. Regarde. Allez-y. Est-ce que vous savez comment on fait pour savoir si on est alcoolique? Faut pas juste le dry January, il faut passer 6 mois. Il faut passer 6 mois sans boire une goutte d'alcool. Si vous en êtes capable, c'est que vous avez aucun problème avec l'alcool. Si vous avez du mal, si vous vous posez des questions, si ça vous prend la tête, que vous vous énervez sur le sujet alors que personne ne vous oblige, c'est que vous commencez à avoir une relation problématique avec la substance et ce qu'elle vous apporte. Je disais tout à l'heure, pour plaisanter avec la citation de Schopenhauer, mais c'est vrai. Et il y a une humoriste française qui a pas longtemps qui a fait un sketch là-dessus sur le dry January en disant c'est marrant mais depuis que je bois plus je sors plus parce que je trouve tous les gens cons. Ben oui, en fait, quand on picole on est moins on se prend moins le chou. On voit moins les autres comment ils sont. Alors qu'en fait, quand on est côte à côte et qu'on se parle et qu'on voit qu'on n'a rien à se dire, ben on se dit bon, ça n'est pas obligé de se voir en fait. C'est vrai que ça peut désinhiber. Je comprends l'effet social. Il y a des gens qui sont moins à l'aise, nous on n'a pas facilité à parler, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment l'alcool qui est le désinhibeur, ou est-ce que c'est psychologiquement on se met dans un rituel social où on est en capacité de le faire? Et surtout qu'après, on va aller chercher la moindre opportunité de le faire. Tiens, viens boire un coup après le boulot. Tiens, il y a quelqu'un qui fait un pot au boulot. Tiens, on va en profiter pour un verre. Et puis, on va plaisanter sur ce côté. Alors, petite anecdote personnelle. Quand j'ai arrêté de boire, j'ai perdu plein d'amis. Ou de faux amis. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais alcoolique, je buvais vraiment beaucoup. Comme je dis souvent, j'ai bu en 3-4 ans l'équivalent de tout ce que j'aurais dû boire en une vie. Ce qui fait que j'étais souvent celui qui buvait le plus dans les soirées. Et donc, j'étais la caution, en fait, pour les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils buvaient pas autant que moi, ils pouvaient se dire, c'est bon, j'ai encore de la marge. Le jour où vous arrêtez, c'est qui prend la suite? Et j'ai même eu une personne, un ami de province qui est venu à Paris un soir, qui m'a invité à une soirée et qui me paye une bière. Je lui dis, mais j'en veux pas. Mais tu vas la boire et tout. Je dis, bah non. Et qui a fait la gueule toute la soirée parce que j'ai pas bu sa bière. Je dis, bah non. Moi, j'ai pas envie. Et on s'aperçoit que ne pas boire, c'est souvent problématique. Et même des proches dans la famille, il y a encore récemment, qui me proposent, alors que ça fait 10 ans qu'ils me connaissent. Je fais, mais non, toujours pas, non. Il y a pas de, quand t'es alcoolique et que t'as arrêté, c'est tout. Voilà. Et c'est pas grave. On n'est pas obligé de proposer, de pousser. Donc il y a aussi ça, ce rapport d'être poussé socialement à consommer, etc., qui nous accompagne. Qui est une espèce de pression, d'injonction à consommer, à faire comme les autres, sinon t'es pas comme les autres. Ou les gens qui vous emmerdent, disant, mais t'es quoi, t'es musulman, ou t'es juif, ou t'as un problème? Je dis, bah non, je suis alcoolique et je ne bois plus. Et si ça te pose un problème, je dirais, je t'emmerde. Voilà, c'est pas grave, ça arrive.
Oui, absolument. Mais ça c'est culturel là, parce que j'ai vu beaucoup d'humoristes français faire ces blagues-là relatifs au fait que les personnes vont essayer de t'imposer de boire même si tu Ah oui. refuses, puis ils te traitent de personne plate, inintéressante parce que t'es pas dans le même univers que d'autres. Puis c'est en quelque sorte un peu vrai que t'es pas dans le même univers que d'autres parce que eux se changent l'esprit pour être dans un état X qui n'est pas leur état normal, un peu comme tu mentionnais. Donc, comme tu n'embarques plus dans leur chemin à eux autres, ben, tu deviens différent par la même occasion. Et c'est même l'inverse. Moi, je sais que ça me stresse de prendre la moindre substance ou un médicament même qui me change, qui altère ma perception. Je ne peux plus. Moi, je ne supporte plus d'être hors de contrôle et que l'esprit fasse autre chose. Enfin, ça m'est même insupportable. Et puis ça sert aussi d'excuse pour potentiellement mal se comporter. Et encore plus avec nos amis femmes, par exemple, ou avec les gens en général. Mais on a aussi des comportements problématiques et de prédateurs ou de grossièreté, de vulgarité et d'agression sexuelle qui peuvent aller derrière avec, qui sont là aussi excusés entre guillemets par l'alcool. Non, il n'y a pas d'excuse. Personne ne t'a obligé à remplir ce verre et à le boire. Personne. Donc à partir du moment où on boit, c'est qu'on a choisi de le faire. C'est pour ça que j'ai jamais été fan de tout ce qui est alcoolique anonyme. Alors, travail en groupe, se supporter, se soutenir, travailler, en parler, c'est extrêmement important, c'est vrai. Moi, je sais que je m'en suis sorti seul, j'avais besoin de ça seul. Par contre, il y a un problème dans les programmes des alcooliques anonymes, c'est la déresponsabilisation. On te dit t'es malade de l'alcoolisme, mais c'est pas ta faute. Non, 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 attendons. Attention, je suis alcoolique, oui, j'ai pas choisi d'être alcoolique, par contre, je choisis de consommer ou pas. J'en suis conscient. C'est mon pouvoir à moi. C'est pas un pouvoir divin. Alors, on parle pas trop de religion dans nos podcasts. Je vais pas commencer ici. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas très enclin à la religion, à parler de Jedi, hein, voilà. Moi, je crois à la force, mais pas le reste. Mais non, non, mais c'est ma volonté. C'est-à-dire que le jour où j'ai arrêté, effectivement, je sais que j'ai une volonté. Donc, on retombe sur ce qu'on disait au démarrage. Hein. Il y a une question effectivement de prendre conscience qu'on est capable. C'est les petits pirates québécois bien connus qui s'appellent Go Pirates, qui est ça le terme d'avoir un pouvoir d'agence, de pouvoir agir, avoir la sensation qu'on peut agir. Et je pense que c'est ce qu'on essaye aussi de transmettre peut-être maladroitement dans notre podcast aujourd'hui. C'est le faire que peu importe dans quelle situation vous êtes, vous avez encore le pouvoir d'agir. Il n'est pas trop tard, rien n'est définitif, sauf effectivement le fatidique. Mais si vous êtes encore là, que vous nous écoutez, que vous avez des gens autour de vous, où vous le sentez mal, sachez qu'il est possible d'encore agir. C'est-à-dire d'en parler, de le témoigner, de chercher quelles seront les façons de se reprendre en main. Là, je vois le pote qui a fait le travail. J'ai un autre pote, il y a 2-3 ans aussi, qui a fait un burn-out. À un moment donné, voilà, quand vous avez un signal d'alarme qui est tiré comme ça, il faut le saisir. Il faut surtout pas reproduire le même schéma parce qu'effectivement, ça risque d'être fatidique à la fin. Oui, absolument. Puis c'est très important ce que tu mentionnes, d'en parler, aller chercher de l'aide autour de soi. Puis il y a certaines personnes qui ont l'impression qu'ils deviennent un fardeau s'ils font ça. Non, la réalité, c'est non. De toute façon, quand on est capable de rencontrer, c'est peut-être pas tout le monde avec qui on est capable de parler, mais avec ceux avec qui on est capable de parler, il faut savoir que une personne qui est sur un socle robuste ne prend pas ça ne devient pas un fardeau. C'est un accompagnateur, c'est quelqu'un qui va écouter, mais il ne prend jamais sur ses épaules. Donc, à ce moment-là, faut vraiment le voir comme une personne avec qui on fait juste sortir un peu ce qu'on vit sans que cette personne-là soit nécessairement un thérapeute ou peu importe, Alors, mais viens nous aider là, à faire ouais, le déclic. je vais compléter ici. J'ai tendance, moi, à envoyer vers des professionnels. Pourquoi? Parce que les proches sont pas forcément armés pour ça. Non, Il peut y non, avoir des... j'ai pas dit qu'on a les moyens, mais c'est juste qu'au moins la première étape, c'est Oui, de parler, puis oui, d'être oui. sûr et de savoir que les personnes qui sont correctement outillées ne prendront pas la charge sur eux. Ils vont juste être capables d'écouter et d'accompagner, mais pas accompagner comme un thérapeute. Puis ça, Oui. c'est vraiment, c'est très important de le spécifier. Puis j'ai eu des cas il y a, je pense quoi, pour une dizaine d'années, où j'ai des personnes qui ont commencé à me parler très gravement de leur situation. Puis là, je dis, moi, je suis peu habile à ça. Je vais écouter. Je le prendrai pas sur moi. Mais vite, va voir quelqu'un qui va être capable d'aller, justement, je le dirigeais et oui, oui, absolument.
Alors, parler, si vous savez pas à qui parler, vous pouvez parler à des gens comme nous, c'est-à-dire des gens qui vous disent, bah, nous aussi, ça nous arrivait d'aller mal, on a travaillé sur nous, on s'en est sorti. Travailler des gens qui témoignent. Vous pouvez parler à vos proches, mais je mets en garde, attention, les proches ou les amis ne sont pas forcément équipés. Ils ont peut-être pas eux non plus travaillé, ils ont peut-être d'autres difficultés ou pas forcément la capacité d'accueillir la parole. Et si ça vous arrive d'être quelqu'un qui accueille cette parole, et là je parle surtout aux hommes, la personne qui vous parle ne demande pas de solution, elle demande à être entendue. Donc ne commencez pas à vous lancer à écouter 3 minutes et puis arrêter en disant il faut faire ça, ça, ça. Non, écoutez, écoutez et écoutez, c'est tout. Et de répéter je t'entends. Et ça, c'est super important. Vous pouvez sauver la personne qui est en face de vous parce qu'elle aurait eu l'occasion, à un moment donné, de sortir ça. Et la parole a cette valeur thérapeutique de libérer physiquement. Moi, j'ai eu des sessions thérapeutiques où je me suis senti physiquement plus léger en repartant suite à ce que j'ai pu exprimer dans ces moments-là. Effectivement, après, comme tu dis, on oriente vers des professionnels de santé. Ça peut être un travail thérapeutique sur du comportement, donc quelque chose de court. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus profond. Ça peut être de la psychanalyse, de la psychiatrie, de la psychologie, de la psychothérapie. Il y a plein de choses qui existent. Je suis pas fan de la psychanalyse aujourd'hui. Pour ceux qui sont attendus, c'est aller plutôt vers des psychothérapies, de la gestalt, des choses comme ça, des méthodes de ce type-là ou du transgénérationnel. Si vous avez besoin d'être accompagné, il y a des addictologues aussi, des gens qui s'occupent des gens qui ont des problèmes d'addiction. Là aussi, il y a des numéros. Alors en France, on est très fort pour ça, des numéros gratuits. Mais vous savez quoi, c'est gratuit. Vous appelez, ça vous réoriente. Et avoir, comment dire, s'être engagé dans la prise de parole une première fois, en prise de contact, vous allez voir qu'en fait, c'est comme si vous aviez commencé à tirer un fil. Et le plus dur, finalement, c'est de faire le premier acte quand on se sent pas bien. En France, alors je sais pas comment c'est au Canada, on a la médecine du travail aussi. C'est-à-dire qu'on a des médecins pour les entreprises, pour être suivis. C'est-à-dire qu'on peut demander, quand ça va pas avec le travail, qu'on a vraiment plus bien, d'avoir vous pouvez demander quand vous voulez en France un rendez-vous avec un médecin du travail. Ce médecin du travail peut mettre en lumière que vous n'allez pas bien à cause du travail et ça vous permettra d'être en maladie officiellement payée. Et donc là, ça peut être un moyen aussi de se dire, ça y est, je peux sortir du truc, je peux me casser, je peux faire une pause sans perte de revenus. Et après, ben, vous profiterez de ce moment de cette pause pour vous poser les bonnes questions et voir qu'est-ce que vous pouvez faire après. Ouais, il y a des systèmes similaires, un peu moins encadrés. Justement, il y a des programmes d'aide aux employés, les PAE, que les gens peuvent connaître. C'est pas toutes les entreprises qui en ont, il y en a plusieurs qui en ont. Sinon, la médecine générale est quand même une bonne voie pour réussir à aller se faire accompagner si on a un problème qui nécessite ce type d'intervention et ce type d'arrêt-là aussi pour justement prendre un pas de recul. Voilà, il y a on peut faire des mi-temps thérapeutiques aussi en France, c'est-à-dire qu'on peut avoir un aménagement d'emploi du temps pour avoir le temps de respirer, avoir un suivi. Moi, j'engage vraiment à avoir un suivi psy, quel qu'il soit. Attention, il faut trouver la bonne personne, c'est pas évident du tout, c'est vrai, mais c'est toujours important. Ça peut nous permettre d'avoir quelqu'un de professionnel, de dédié à cette tâche-là, qui est là pour vous écouter et vous aider à essayer de trouver comment vous pouvez faire autre chose de cette situation. Un psy vous amènera pas des solutions. Un psy vous aidera à vous aiguiller sur le sens de ce qui se passe pour vous, à retrouver du sens dans votre démarche et essayer de voir comment vous pouvez construire, bâtir une suite un peu plus positive. De Et la puis, façon que j'aime l'imaginer, ce type de choses-là, puis c'est très intéressant. Moi, je le vois comme dans le sport, où on a des spécialistes qui viennent nous accompagner pour nous aider à performer davantage. Le thérapeute au niveau psychologique a le même type de choses. C'est pas lui qui va s'entraîner à notre place, c'est pas lui qui va faire le travail à notre place. Comme un encadrement sportif, mais un encadrement intellectuel et émotif est basé sur le même type d'approche où c'est à nous à faire le travail, mais on a un coach. Puis c'est d'autant plus important maintenant. Puis c'est la façon que j'aime beaucoup l'expliquer, c'est on met beaucoup d'énergie sur l'encadrement pour les sportifs de haut niveau. On est dans un univers où c'est notre tête qui est le principal outil de travail et on n'y fait pas attention. Donc, pourquoi ne pas justement bénéficier de ces systèmes-là ou ces accompagnements-là qui existent pour nous aider à mieux prendre soin de notre outil de travail qui est notre tête? et puis, le travail prend tellement de place dans la vie. J'allais dire il faut. Non, il faut, c'est une injonction. Vous voyez, je contrôle mon langage. Je dis,
j'essaye, moi, dans ma vie, que ce moment-là soit le plus agréable possible et ait du sens. Alors, effectivement, nous, on a une administration particulière, tous les deux, on est indépendants. On a fait ce choix, justement. Alors, moi, j'ai fait ce choix pour ma santé mentale. Sinon, j'allais péter un câble à nouveau. Je n'allais pas bien dans mon travail en tant que salarié. Je sais bien que c'est pas la solution à tout le monde, hein. Il y en a qui vivent très bien en équipe. Et ma thérapeute me rappelait ça il y a quelques années après le Covid. Elle me disait, mais vous êtes une des rares personnes qui aime bien vivre tout seul et enfermé chez lui. Je dis, oui, moi j'adore ça, je suis un vrai ours. C'est d'où mon totem, c'est l'ours. Et elle me dit, non, non, l'humain est un animal social. Il y a des gens qui ne se sentent pas bien s'ils n'ont pas de relations humaines. Mais vous pouvez trouver d'autres relations humaines dans d'autres organisations. Vous pouvez aussi, quand on n'a plus d'énergie, qu'on est déprimé, on a souvent peu d'activités à côté du travail. Donc le moyen aussi de se reprendre en main, c'est de pouvoir se réengager dans dans quelque chose de social, de relationnel. Ça peut être, comme tu disais, faire du sport, aller faire sur Facebook, hein, pour les vieux de notre génération, il y a des groupes de courses par exemple, aller promener son chien avec d'autres personnes. Ça peut être s'inscrire dans un atelier de théâtre, faire du chant dans une chorale. Ça peut être, voilà, il y a plein d'activités. S'il y en a aussi qui s'intéressent, vous pouvez aussi vous engager dans des actions sociales, justement, dans du soutien d'autres personnes. Faire des maraudes la nuit, par exemple, pour les gens sans domicile fixe, aller les aider avec les restos du cœur, etc. Faire du bénévolat. C'est une autre façon aussi de reprendre un pouvoir d'agence, là aussi, de gestion de sa vie et de lui redonner du sens, ce qui souvent nous permet de nous descotcher de l'emprise du territoire professionnel qui est toxique. C'est une façon de se dire, attends, je vais me permettre de vivre autre chose. Et à un moment donné, je vais être capable de dire à ce boulot, tu sais quoi, va te faire foutre, en fait. En fait, il y a mieux dans la vie, il y a autre chose à faire. Et ça permet de pouvoir ensuite envisager de se dire déjà, moins être touché par ce qui nous arrive. Ça, c'est un truc qu'on a dit. Alors, on est sur une première partie aujourd'hui. On va revenir vous voir dans une deuxième partie. On va venir donner des clés sur comment essayer justement de se préserver de tout ça. On va reparler de l'approche thérapeutique, etc., du travail. Et puis, on va reparler aussi d'autres éléments pour nous aider à nous préparer. Donc, l'engagement sur d'autres tâches que le travail, d'autres domaines que le travail, c'est important. Même si je conçois bien que on a tous des vies de famille aussi, on a des enfants, on a un compagne ou un compagnon, on a une maison à gérer et tout ça, ça prend beaucoup de place. Donc, soyez bienveillant avec vous-même, soyez patient avec vous-même, donnez-vous l'occasion d'exister, de parler. Si vous savez pas à qui parler, venez nous parler, venez parler à d'autres personnes que vous voyez autour de vous. Si vous avez une personne qui ne sait pas vous entendre, fuck off, au revoir, vous partez, vous allez voir quelqu'un d'autre, vous n'assistez surtout pas. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la bonne personne, c'est pas grave. Suivant, on passe à quelqu'un d'autre. Et vous ne gênerez pas la bonne personne. La bonne personne, pour vous entendre, vous ne la gênerez pas quand vous viendrez témoigner, quand vous viendrez parler. Et vous allez voir le bien fou que ça fait de pouvoir justement commencer à sortir la matière noire qui nous occupe, qui nous emplit, qui nous empêche de vivre littéralement. Et surtout, ne commettez pas l'irréparable. Il y a toujours autre chose de faisable. Il y a toujours une autre solution de possible, quoi. C'est vraiment le message qu'on va vous laisser, avec lequel on va vous laisser aujourd'hui, je crois. Absolument, oui, on va compléter justement sur le fait, là, il y a de tout, il y a de l'entour, il y a de l'accompagnement, il y a des moyens de ne pas se rendre jusqu'à l'irréparable. Faut juste être capable de le saisir et d'être capable d'être justement un peu plus éveillé par rapport à ça. Merci énormément, c'était un très beau moment justement d'avoir partagé tout ça, d'être humain. Puis de montrer qu'on est humain aussi parce que c'est important. Je pense que les gens comprennent pas. Maintenant qu'on est rendu loin, le succès est un terrible menteur. Maintenant qu'on a réussi, on pourrait dire qu'on a réussi, ça a l'impression d'occulter toutes les périodes difficiles et c'est complètement faux. Ouais, merci à toi, merci à vous de nous écouter, merci de revenir vers nous. Et si vous avez des témoignages, des choses, venez nous voir, on en parle. Et ça nous intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis on revient avec la deuxième partie dans quelques temps. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. We're gonna